bien, bonjour la DevFest Nantes, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Maxence Lefebvre, je serai votre speaker tout au long de ce talk sur la Continuous Localization. Ça devrait terminer d'ici 3/4 d'heure. La température extérieure est de 16 degrés, il devrait pleuvoir. Euh, Vous avez un QR code pour voir les slides si vous le souhaitez, c'est pas très responsive, donc je vous conseille de prendre votre PC si vous voulez les retrouver. Et à la fin du talk, vous retrouvez encore un QR code pour avoir ici accès à différents liens au sujet de ce talk. Alors, je vais commencer, du coup, qui suis-je? Comme je disais, Maxence Lefebvre, ça fait 8 ans que je suis dans la vie active et j'ai pu travailler sur une bonne cinquantaine de projets qui mettaient en place une application multilingue. Et en fait, j'ai eu une chance incroyable de travailler pendant 3 ou 4 ans avec la même équipe et on a pu mettre en place diverses itérations sur cette solution. En fait, on a commencé à détecter des gros points de douleur à partir de la solution un peu naïve que je vais vous présenter. Alors pour commencer, on va faire un rappel du problème en fait, qu'il y a derrière l'internationalisation. Et je pense que je vais surprendre beaucoup de monde. C'est que tout le monde ne parle pas la même langue. C'est signé Sherlock Holmes, le plus grand détective de tous les temps. Je vois votre tête dans la salle, elle ressemble plus ou moins à celle-ci. C'est faussement surpris. En plus, on va encore aller plus loin, c'est que tout le monde a décidé de représenter des concepts communs différemment. Alors, il y a une logique en Europe ou au Japon qui fait qu'on va représenter une date comme mois, jour, année. Pardon, jour, mois, année. Au Japon, année, mois, jour. Donc ça, c'est sympa, c'est alphabétique. Et après, la logique américaine qui veut qu'on va mettre le mois en premier, puis le jour, puis l'année. Déjà, gérer ça dans votre application, ça va vite devenir une purge. Donc, on va se mettre en situation. Je suis tech lead CTO d'une petite startup. Mon but du jeu, ça va être de faire du pognon. Donc, du coup, je vais essayer de toucher un maximum de marchés. Donc, la Chine, ils sont en milliard 7, ils n'ont pas fini de compter, ou le Pérou. Mais vu que j'ai pas beaucoup de pognon non plus pour démarrer, il faut pas non plus que l'application multilingue me rajoute trop de temps de développement à chaque fois que j'attaque un nouveau marché. Et même au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs années de développement, ajouter ou mettre à jour une langue, ça doit devenir un non-événement, devenir une brise. On revient sur le problème partout, c'est que dans le web, ou même en React, parce que c'est très focus React aujourd'hui, mais c'est agnostique, il n'y a pas vraiment de standard. C'est comment tu saisir une application, il n'y a pas tu fais comme ça et c'est bon, quoi. Et petit disclaimer, ce que je vais vous présenter, c'est plus un retour d'expérience, différentes solutions, surtout incrémentales, mais c'est pas du tout une proposition de standard, j'ai pas du tout cet orgueil, et c'est du coup pas du tout une proposition. Bref. Alors, première étape, eh ben, je vais dans mon fichier, il est lundi matin, je prends l'US application multilingue. Donc j'ai commencé à écrire const locals égales, je gère anglais, français, j'écris quelques messages. Je définis un contexte. Alors pour les gens qui ne maîtrisent pas trop React, un contexte, c'est une façon de pouvoir partager un état applicatif tout au long de votre application, sans devoir faire du props drilling et vous envoyer du coup ces props tout au long à chacun de vos fils, etc. Donc je crée un contexte, je lui mets la locale dedans, je définis un provider qui va du coup gérer cet état de la locale en cours. Je peux commencer à définir un consommateur de ce contexte. Donc ici un consommateur d'affichage qui va m'afficher un message, pardon. Donc il va prendre le local en entrée, qui va aller regarder dans ma map du début. Donc du coup, les ensembles, tous les messages français, chercher l'identifiant, me l'afficher si je l'ai trouvé, sinon le message par défaut, ou sinon du coup l'identifiant pour bien vérifier que celle-là, j'ai oublié de la traduire. Je peux me faire un autre consommateur qui ici va me permettre de sélectionner une langue. Donc un petit select, option anglais-français, et qui du coup ira changer au niveau de mon contexte, provider, la valeur en cours de la locale. Voilà, je rappe tout ça dans mon application, local provider, local selector, mes deux messages. Et voilà, il est du coup 10h10, j'ai fini mon US, c'est parti, revue de code, mise en prod. Mais attendez une minute. En termes de développeur expérience, comme je disais, la difficulté d'implémentation, c'est bidon, ça m'a pris 1 heure à tout casser, j'ai même écrit des tests. Par contre, ajouter un nouveau langage, on sent que je vais devoir aller manipuler ma map de messages de démarrage, même si c'est dans plusieurs fichiers, mais c'est encore à la main en fait. Là où ça devient un peu plus dérangeant, c'est au bout de plusieurs mois de développement, je dois mettre à jour mes fichiers de langue. Et là, du coup, d'expérience, au bout de 3 mois de dev, à chaque sprint, c'était Lauriane qui devait prendre 2 jours de son sprint pour aller comparer chaîne à chaîne dans mon application et fichier de langue par fichier de langue pour vérifier que j'ai pas des clés mortes, pour vérifier que j'ai pas oublié une clé dans un des fichiers de langue, etc. Gérer des variables dans les messages,
Bah, on s'est dit, c'est simple, je mets un placeholder 0, 1, et je le remplace à la volée avec un petit point replace. Vous allez très vite voir sur l'interlude suivant que non, pas du tout. C'est pas du tout une syntaxe complexe. Et après, intégrer les traductions. Alors, qui ici a déjà dû faire JSON to Excel, envoyer les Excel à mes traducteurs, attendre que ça revienne, et reprendre les Excel en JSON et les mettre dans ma codebase? Ouais. Je vois que je suis pas le seul à devoir avoir avec cette souffrance-là à chaque sprint. Et en plus, le traducteur, faut pas oublier qu'il va vous facturer au mot ou à la chaîne. Donc du coup, pour être sûr qu'il ne nous facture pas trop, eh ben, on va devoir comparer à chaque fois, est-ce qu'il a bien traduit ce même nombre de mots ou est-ce qu'il est en train de m'escroquer. Même pour le traducteur, finalement, c'est pas super, hein, parce que soit il doit connaître JSON, soit manipuler des fichiers Excel. Personnellement, pour traduire des messages, j'ai connu mieux. Et pareil, pour un format de message, si on lui dit tu mets des 0 ou des 1 et tu te débrouilles avec, c'est pas non plus top pour gérer certaines variables. Alors du coup, on va parler justement sur cette convention de message, de syntaxe de message. C'est comment je vais gérer justement des messages un peu complexes. Comment je vais gérer l'injection de variables, 0, 1. Comment je vais gérer le genre. Parce que par exemple, en anglais, un pronom possessif, il va s'accorder par rapport au propriétaire. His, her, dog. En français, c'est son chien. Comment je vais gérer les pluriels. Comment je vais gérer plein de choses en fait. Et du coup, petite interlude, comme je disais, sur les règles du pluriel. Alors, est-ce que quelqu'un connaît les règles du pluriel en français? En français, singulier, c'est votre nom est inférieur à 2. Donc ça prend 1, mais ça prend aussi 0, 0,5, 1,5, etc. J'ai 1,5 chien, chien est au singulier. Et donc du coup, le reste, c'est pluriel. Et donc, j'ai vu de mes yeux vus, dans une codebase, pour pouvoir gérer le pluriel dans les chaînes de traduction, if compte égale 1, alors je charge la clé singular, sinon la clé plurale. Donc déjà, là, je me suis trompé en français. Ou encore mieux, c'est j'ai vu pluralize d'un mot, on met un S à la fin. Et je me suis dit, heureusement que vous n'avez pas de chevaux, parce qu'on était foutus. Donc, comme je disais, du coup, en anglais, c'est simple, c'est n vaut 1 pour le singulier, donc 1,5 c'est pluriel. Et maintenant, on check. On a 4 formes de pluriel, en fait. Déjà, quand on vient d'un monde franco-anglais, ça peut choquer. Donc en République tchèque, il y a n vaut 1 pour one, il y a few pour les 2, 3 et 4. Et après, il y a many pour tous les nombres à virgule, tous les nombres décimaux, et après, tout le reste. Donc par exemple, 101, 200, 201, 300, etc. En arabe, du coup, on a une règle pour 0, une règle pour 1, une règle pour 2. Et là, je voulais un peu simplifier. Une règle pour tous les nombres entre 3 et 10 modulo 100, une règle pour tous les nombres entre 11 et 99 modulo 100, et pour tout le reste. Alors, pour ceux qui ont suivi, tout le reste, c'est ça, les nombres décimaux. Le russe. C'est difficile. Alors pour le russe, le singulier, c'est tous les nombres entiers qui finissent par 1 mais pas par 11. Tous les nombres entiers qui finissent par 1, enfin tous les nombres entiers qui finissent entre 2, 3 et 4 mais pas par 12, 13, 14. Ou tous les nombres entiers qui finissent par 0, 5, 6, 7, 8, 9. Et on reprend les 11, 12, 13, 14 qu'on avait laissés de côté. Et enfin tout le reste. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, maintenir ça dans ma codebase, c'est mort. Je vais mettre le même de Jim Carrey dans The Office, no, God no, no. J'ai pas envie de faire les tests, j'ai pas envie de gérer quelle langue est actuellement pour l'utilisateur, c'est non. Du coup, on revient sur ma syntaxe de message, comme je vous disais. C'est bien en fait, il y a déjà une icône qui nous a préparé quelque chose. Donc ICU, pour International Components for Unicode, il définit une syntaxe de message qui permet justement de gérer ça. Donc là, une syntaxe un peu à la Angular, JS, hello, moustache name, bonjour name, ou name, je ne saurais pas le prononcer, qui permet aussi de gérer le RTL. Petit disclaimer, à la base c'est prévu que pour des langages C, C++, Java, mais c'est implémenté partout. Ça tourne avec des formateurs, donc entre vos moustaches, si vous vous rappelez aussi un peu d'AngularJS avec les pipes. En fait, dans le formateur, je vais y spécifier du coup la variable que je vais afficher. Quel sera le type du coup de mon affichage? Est-ce que c'est un number, un date, plural, ce qu'on va voir? Et enfin le format, donc par exemple percent pour des numbers ou currency.
Parce qu'également, pour les nombres, on n'en a pas parlé, mais le séparateur de décimales en anglais et en français, déjà, il change. Le séparateur de milliers aussi. Et personnellement, j'ai pas envie de gérer ça dans ma code base, quoi. Donc du coup, pour un nombre, ben, par exemple, je lui demande d'afficher count, je lui passerai count plus tard, avec count number, pour lui dire affiche-le moi comme un nombre, s'il te plaît. Donc il va gérer le séparateur de milliers comme étant un espace en français, une virgule en anglais, et le séparateur de décimales comme étant une virgule en français et un point en anglais. Et dans toutes les autres, dans toutes les langues. Et pareil pour les pourcentages, il va pouvoir me le gérer correctement. Par contre, par défaut, il ne va pas essayer de l'inférer. Vous lui envoyez un number, il ne va pas essayer d'inférer le formateur. On a la même pour les dates. Comme ça, plus besoin de se soucier quel est le format de date de la langue en cours de l'utilisateur entre UNES et UNJB. Pareil pour le temps, on a de la chance. Pour les selects, donc par exemple ici pour pouvoir sélectionner par rapport au genre. Donc en anglais, si je veux dire que la personne est en train de promener son chien, et bien du coup je vais faire un gros formateur sur le genre de la personne. Je dis que c'est un select, et que du coup si jamais la propriété gender vaut male, alors j'afficherai is walking his dog. Si c'est female, she is walking her dog. Si c'est autre chose, du coup they are walking their dog, un autre genre. Et en français, du coup, on a besoin juste de gérer le sujet. Donc du coup, je vais juste gérer elle ou il selon le genre. Promène son chien. Okay. Et c'est même pas moi qui le gère, en fait, c'est mon traducteur. Pareil pour les pluriels. Donc là, en tchèque, où j'ai mis que 3 formes du pluriel avec psa, enfin one, few et over, pour chien. Et du coup, voilà, j'ai plus besoin de m'en soucier dans ma codebase. Tout est renvoyé vers le message traduit par le traducteur. Donc plural, il va gérer plusieurs keywords, 0, 1, 2, few, many, over, ou égal un nombre exact. Et attention tout de suite, 0, c'est pas la même chose que égal 0. Parce que du coup, ça va être la forme du pluriel dans la langue donnée. Comme je disais tout à l'heure, one en français c'est n inférieur à 2, et en anglais c'est n vaut 1. Je vous ai mis un lien aussi du coup vers le CLDR d'Unicode, qui est donc du coup un grand tableau avec toutes les langues et toutes les formes du pluriel. Si jamais vous voulez avoir un peu de culture, c'est là où je me suis amusé à piocher le russe. Mais on a aussi le même problème avec ce qu'on appelle les ordinaux. Donc premier, deuxième, troisième. Par exemple, en anglais, c'est first, second, third. En français, c'est premier, deuxième, troisième, etc. On a aussi des formes d'ordinal disponibles. Et ça aussi, c'est dans le CLDR d'Unicode. C'est les mêmes keywords, mais ils ne vont pas réagir aux mêmes règles. Par exemple, premier, c'est pour les nombres qui finissent par 1 en anglais, first, second, etc. Et ce n'est pas les mêmes que les formes du pluriel tout court, qui étaient one et over. Voilà. Maintenant, vous dites c'est bien, mais comment je fais en JavaScript? Soyez pas trop impatients. On a la librairie Intel, qui est disponible dans tous vos navigateurs et tous vos marchands de journaux, et qui est aussi disponible sur Node. Attention, sur Node 12, il faut bien gérer votre build, parce que Node 12, en fait, il va partir sur un ICU Lite, où il va charger que anglais. Donc du coup, il faut bien lui demander un Node full ICU en Node 12. À partir de Node 14, c'est bon, ils ont récupéré toutes les langues. Donc je crée un number format pour français et pour anglais. Puis du coup, je lui ai demandé de formater 5,53 et j'ai même pas besoin de gérer est-ce que c'est une virgule, un point, des espaces, etc. On a le même pour datetime format, en français, anglais, GB, anglais, US. Donc, comme vous pouvez le voir, entre anglais british et anglais américain, on a inversé le mois et le jour. Du coup, pour les pluriels, vous allez pouvoir sélectionner votre forme du pluriel. Parce qu'il ne va pas savoir si je mets un S ou pas, ce serait trop bien. La même chose du coup en âme, pour avoir toutes les formes. Et il suffit de rajouter du coup dans vos options, est-ce que vous voulez avoir un type ordinal pour pouvoir sélectionner l'ordinal de ce nombre. Voilà. Donc c'est très bien. Mais maintenant, je suis en React. Comment je vais pouvoir le faire? Encore une fois, j'ai de la chance, il y a un truc qui s'appelle React Intel. Pour savoir, j'ai regardé React 18 Next et il supporte très mal les pluriels. C'est encore à coup de vous gérez une clé par forme et puis on ira chercher la clé qui finit par .one ou .few ou .many. Flemme. Donc du coup, on est resté sur React Intel.
J'importe l'intel provider, je vais le mettre dans mon local provider de tout à l'heure, comme ça vous pouvoir gérer ces messages aussi. Je lui charge du coup les messages de la langue en cours. J'enlève mon consommateur message pour pouvoir prendre le formatis de message qui vient de React Intel. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Et il y aura du coup un support natif d'ICU via React Intel. Donc dans mes messages que je vais lui donner, il suffit juste d'utiliser la syntaxe que je présentais juste avant. Donc par exemple, si je prends un message par défaut en pluriel, I have autant de chiens, j'ai autant de chiens, pardon. Donc si jamais il égale 0, j'écrirai no dogs, je ne vais pas écrire 0 dogs. Si c'est one, donc du coup n vaut 1, bah, j'afficherai one dog, et over, bah, le nombre en cours, dogs. Donc ici on a accès au hashtag dièse pour pouvoir reprendre la variable qu'on lui a passée dans la première séparation pour pouvoir l'afficher dans notre message. Et donc du coup, avec le formatis de message, je lui passe la value count et c'est bon, j'ai affiché le nombre de chiens. Okay. Mais j'ai aussi d'autres composants avec React Intel. J'ai formatted number, on lui passe la value. J'ai formatted date, je peux aussi lui donner plus d'options pour lui dire comment je veux l'afficher. Est-ce que je veux l'afficher en long, est-ce que je veux l'afficher juste en nombre, est-ce que c'est différentes formes, etc. Et du coup, une question qui revient souvent, c'est bon, maintenant j'ai une chaîne de caractères, c'est bien, mais il y a un lien dedans. Je ne veux pas que le traducteur la gère. Comment je fais pour pouvoir injecter un lien dans une chaîne traduite? Donc là, par exemple, dans mon default message, bah, j'ai mis deux balises, une balise A, shop, et une balise B pour pouvoir mettre en gras le nom de l'utilisateur. Je passe ce message du coup à mon formatis de message. Je vais lui passer du coup les valeurs que je vais injecter entre les moustaches. Et d'ailleurs, en fait, avec React Intel, je peux gérer des chunks pour faire du rich text formatting en lui disant que ce qui est entre les balises B, bah, du coup, il mettra dans des balises HTML B. Ça ne sera pas interpolé comme de l'HTML, en tout cas, c'est mort parce que FileXSS, on connaît. Et du coup, pour le lien A, bah, je peux aussi en profiter pour lui rajouter son rel, no opener, no referrer pour ne pas me faire tab nagging et mettre le href du coup que je vais afficher. Okay. Ça marche. Retour en arrière, du coup, on va encore prendre un peu de recul sur la developer experience. Difficulté d'implémentation, j'ai fait un npm install et j'ai rajouté une librairie qui a pris 3 lignes. Je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que ça reste simple. Rajouter une langue, mettre à jour une langue, bah, je ne l'ai pas encore traité, ça reste au même niveau. C'est-à-dire très difficile, très douloureux. Par contre, maintenant, la partie gérer des variables dans mes messages, gérer une syntaxe complexe, bah, c'est bon, avec ICU, j'ai traité ce sujet-là. Okay. Pour les traductions, je n'ai pas touché. Et pareil pour la translator experience. Le format de message leur permet maintenant de gérer du coup les genres, les pluriels, etc. Ça peut être un peu complexe pour eux, mais en fait, avec tous les traducteurs à qui j'ai travaillé, ils connaissaient déjà cette syntaxe. Ils ont déjà travaillé pour du Java ou du C++, où ils utilisaient cette syntaxe-là. Par contre, il reste encore JSON, quoi. C'est dommage. Ouais, comment on pourrait faire justement pour que ce JSON-là, ben, on le tacle aussi et qu'on arrête d'avoir la douleur du fin de sprint pour mettre à jour mes fichiers de langue. GetText. 6 lettres, mot magique. Beaucoup de double, pardon. GetText. Donc du coup, c'est une convention normalement en C qui permet du coup de nommer des dossiers, des fichiers, etc. Mais qui met aussi à disposition un ensemble d'outils pour gérer des messages. Donc d'abord d'extraire des messages depuis du code C, mais aussi du coup de gérer nos fichiers de traduction. Ces fichiers de traduction-là, du coup, GetText va définir un format qui s'appelle le format PO, et aussi un format POT. Et en fait, POT, c'est pour un template de fichier PO. Et il met à disposition du coup des commandes pour pouvoir créer des fichiers PO depuis un fichier POT et mettre à jour des fichiers PO depuis un fichier POT. Et c'est là que la magie va résider. On avait aussi comparé avec Xleaf, qui est poussé par Angular par exemple, sauf qu'il manque ce petit POT, ce petit Xleaf-T. Ce qui fait que lorsque vous mettez à jour vos langues, et ben encore une fois, il va falloir aller se palucher, comme on dit dans le Nord, les différents fichiers de langue pour s'assurer qu'on a bien mis à jour. Donc le workflow de GetText, c'est je déclare mes messages dans mes fichiers sources, je les extrais via ma commande dans un fichier POT. Via 2 commandes, je crée ou je mets à jour mes fichiers de trad, j'envoie ça à mes traducteurs, je récupère les fichiers PO et je les réintègre dans ma codebase et c'est réaffiché. Je n'ai plus l'étape JSON vers Excel. Un fichier PO, c'est de cette forme-là en fait. On aura un gros header. Vous allez avoir du coup dans le header un header qui va spécifier la langue en cours de ce fichier PO. Il vous rappelle aussi les règles du pluriel.
Donc c'est utile pour le Java, etc. Tiens, j'ai une coquille. C'est pas utile pour nous parce que c'est un tel qui va gérer. Et du coup, dans vos messages, en fait, vous allez pouvoir en spécifier tout plein. Donc si on va zoomer dessus, vous avez d'abord un commentaire. On va spécifier en quel fichier on l'a trouvé, ce message. Vous allez pouvoir spécifier du coup la chaîne à traduire dans la langue par défaut. Donc ici, free at en anglais. Et message string pour dire, bah voilà, en français, c'est traduit par libéré gratos. Petit jeu de mots pour ça, qui vient de South Park. Donc ça, c'est un message du développeur. Et ça, c'est du coup la source location. Ah, ok. Pardon. On a aussi un contexte. Parce que free, en anglais, ça marche bien, mais en français, une fois traduit, ça peut être soit gratuit, soit libéré, en fait. Donc dans le contexte, on va pouvoir lui dire au traducteur, bah là, on l'a utilisé dans le contexte de libérer quelqu'un, ou dans le contexte de ça n'a pas de prix, c'est gratuit. Mais un traducteur, lui aussi, peut avoir des doutes quand il traduit. Et vous, lorsque vous poussez votre code, vous avez quelqu'un qui va relire, je l'espère, ce que vous avez fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas une coquille qui s'est placée ou quoi. Ce que j'aurais dû faire, par exemple, pour mes slides. Donc il y a le petit hashtag virgule fuzzy qui en fait permet de spécifier aux autres traducteurs sur celle-là, j'ai un doute, est-ce que tu peux relire avant qu'on puisse partir en prod. Par exemple, il a traduit I'm hungry en bonjour. Et moi aussi, j'aurais un doute à sa place. Et on peut aussi du coup commenter des messages obsolètes avec hashtag tilde. Voilà. C'est très bien tout ça. Donc maintenant, j'ai mon fichier POT, je crée un fichier spécifiquement pour le français de France, avec message init, mon input, mon output, la locale. Je peux aussi du coup utiliser message merge pour pouvoir mettre à jour un fichier PO déjà existant avec des clés qui sont dans mon fichier POT. Donc retirer les clés mortes, mettre à jour des nouvelles clés, sans perdre justement les traductions que j'avais déjà précédemment. Et il permet aussi de merger les commentaires, etc. Donc du coup, passer un message en fuzzy s'il faut. Et maintenant, encore un peu de recul, c'est quoi mes pros and cons avec cette solution? Un pro, c'est créer des fichiers de traduction, c'est super simple et synchronisé, c'est une ligne de commande. Il y a beaucoup d'outils qui sont compatibles avec des fichiers PO, le plus connu étant POEdit, qui inclut en plus des intégrations avec DeepL, Google Translate. Pour le traducteur, c'est vraiment une brise. Par contre, en cons, bon, c'est pas vraiment un cons pour nous, mais pour du Java ou du C, c'est que leur gestion des pluriels ne gère pas les décimaux par défaut, que l'extraction des messages ne fonctionne que pour des fichiers C. Et dans notre cas, en fait, il y a plein d'implémentations de getText en Node, en fait. Et en plus, vous allez voir, on va devoir aller détourner quelques features de nos fichiers PO. Ok, bon, c'est bon, maintenant il est lundi après-midi, 16h. Je vais intégrer getText dans ma solution. Du coup, on va essayer de refaire le même workflow qu'avec getText. Dans mes sources, je vais déclarer des traductions, des messages. Je vais les extraire dans un fichier message.json parce que je ne sais pas encore mieux faire. Je vais utiliser un outil qui va me faire de JSON vers POT, utiliser getText pour créer ou mettre à jour mes fichiers PO, et puis du coup utiliser un loader pour transformer ça en JSON et le réintégrer dans mes sources. Du coup, on recommence. Donc, je vais utiliser define messages de React Intel. Il a déjà prévu le coup, c'est trop bien. Define messages, en fait, ça va être une macro Babel. C'est-à-dire qu'en production, il ne va rien faire du tout. Il va vous renvoyer cet objet que vous lui avez passé en propriété. Mais c'est une macro Babel pour dire attention Babel, quand tu veux passer là, il faut que tu mettes ça dans des métadatas différentes parce que je vais aller les extraire derrière. On spécifie un ID unique pour chaque message parce que sinon je vais avoir des conflits dans mon fichier PO. Je spécifie un message par défaut dans la langue par défaut, dans la vocale pardon, de ma défaut de mon application. Et voilà. Je continue comme avant. J'ai rien touché, j'ai juste fait que définir les messages là où avant je les définissais. Là, je crée un petit script. Je vais utiliser une librairie qui s'appelle Extract React Intel Messages. Le monde est vraiment bien fait. Je fais un petit fichier, un petit script qui va aller du coup extraire tous mes messages avec ma locale par défaut dans mes fichiers messages.js ou JSX. Vous choisissez comme vous voulez. Nous, on a voulu glober de manière à restreindre les fichiers sur lesquels on a les Babel pour dire gagner du temps. Ça peut être pas mal sur des grosses codebase monolithes. Comme je disais, du coup, j'optimise. Je vais transformer l'output pour pouvoir avoir un beau JSON. J'écris mon fichier. Et ça y est, j'ai mon fichier messages.json. J'oublie pas de gérer les problèmes au cas où j'aurais une exception qui est raise dans mon script et on est parti. Voilà, du coup, ce que j'ai en sortie.
Maintenant, vu que le monde est bien fait, j'utilise une librairie qui s'appelle React PO. Je lui ai dit transforme-moi mon JSON en POT. J'ai du coup en sorti un message messages.pot. Et là, c'est là, en fait, la dernière ligne où je triche. C'est que du coup, je lui ai dit le contexte dans mon fichier PO, je vais y placer l'identifiant du message. Parce que malheureusement, dans un fichier PO, je n'avais pas de clé pour dire là, ce sera l'identifiant de mon message. Donc c'est le problème en fait que je disais tout à l'heure, c'est qu'on doit détourner quelques features des PO pour pouvoir après refaire le chemin inverse. Donc on lui dit juste, bah, prends la clé du message, tu mets dans le contexte. Donc on perd un peu la notion de dire mon traducteur, free, c'est libéré ou c'est gratuit. Au message.pot, comme je disais, on va retrouver du coup mes clés, et dans message contexte, on va retrouver l'identifiant que j'avais spécifié. À noter aussi que React Intel Messages, là, qui permettait d'extraire depuis Babel, il permet aussi de générer des clés uniques. Ça permet aussi de se passer de trouver un nom. On sait tous que c'est difficile, hein. Il y a des comités de naming, hein, dans un gros projet comme Netflix. Moi, j'en ai pas. Du coup, s'il peut me générer des identifiants, c'est tant mieux. Donc là, je réutilise mes init message merge. Je renvoie mes fichiers de traduction du coup à mes traducteurs. Et là, du coup, cadeau, donc c'est un loader Webpack qu'on a mis en place, qu'on a du coup open sourcé, React Intel PO Loader. Vous mettez ça dans votre conf Webpack et ça y est, vous pouvez importer des PO directement. Plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Okay. Voilà. Import mes messages from mes fichiers. Et j'ai fait que modifier ce que j'ai déjà. Et ça y est, maintenant, je gère les PO dans mon application. Donc les inconvénients, comme je disais, c'est que mes fichiers PO, je dois encore les synchroniser à la main. C'est les envoyer à mes traducteurs, les récupérer, etc. Mais on va traiter ça juste après. J'ai détourné l'usage de messages contexte. J'ai dû écrire quelques scripts custom. Est-ce que c'est grave? Et du coup, les emplacements des fichiers sont mauvais parce qu'on n'est pas en C. Donc avec Babel et Webpack qui sont passés entre deux, on a perdu. Voilà. Comment je peux faire aussi pour synchroniser en fait mes fichiers de traduction avec mes sources? Voilà, encore une fois, en outil, on va utiliser UseKey. Alors qui connaît UseKey dans la salle? C'est bien, j'aurais préféré plus de mains. Donc ce soir, vu qu'il n'y a rien à la télé, npm JS UseKey, ça vous permet de vous brancher en fait sur les git hooks. Et donc par exemple ici, je vais me brancher sur le hook git qui est de pré-commit, qui sera du coup joué avant que lorsque vous faites un git commit. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il va exécuter ma commande, mon script npm intel update. Mais vous pouvez aussi exécuter Prettier, vous pouvez exécuter ESLint, plein de choses, pour justement faire en sorte que votre codebase soit propre. Donc là, ce que je fais ici, c'est que j'extrais tous mes messages, je mets à jour mes fichiers PO, je les rajoute dans Git, parce que je n'ai pas utilisé l'instage. Et c'est parti, maintenant, à chaque fois qu'un développeur va committer, je vais mettre à jour mes fichiers PO. C'est cette partie-là qui sera encore plus simple. Bon, vu que j'aime bien faire du recul à chaque fois que j'ai une solution, pour le développeur, c'est un peu moins simple parce qu'au lieu de finir à 10h10 pour la semaine, je la finis à 16h30. Ajouter un nouveau langage, une ligne de commande. Mettre à jour un nouveau langage. J'ai un git hook et une ligne de commande. Gérer mes variables dans mes messages. Ça, c'est bon, je l'ai traité avec ICU. J'ai encore la douleur d'intégrer les traductions, avoir le flux en fait asynchrone par mail avec mes traducteurs. Et pour du coup les traducteurs, ils sont contents parce qu'ils ont tous un PO-Edit qui traîne avec une licence pro et DeepL d'intégrer pour leur facilité de travail. C'est déjà intégré, ils ont déjà des outils pour gérer avec ça. Okay. Bon, pour moi, vous dites, Maxence, c'était gentil, mais moi je suis venu pour faire de la partie continue. Moi j'adore le continu, l'industrialisation, les pipelines. Du coup, comment tu fais? Donc on va voir la partie localisation continue. Donc là, je vous présente un outil, et pour ne pas me faire tacler par le CSA, Weblate, mais aussi Crowdin ou FreeZap, voilà, comme ça j'ai les trois. Nous, on a choisi Weblate parce que je vous rappelle, je suis une startup, j'ai pas de moyens, j'ai pas envie de payer une licence. C'est une solution open source avec une web UI qui vous permet justement de gérer les traductions. Elle va se synchroniser avec un repository Git et elle peut du coup ouvrir des pull requests sur GitHub ou sur GitLab. On va avoir un dashboard qui ressemble à celui-là, donc sur différentes langues, vous allez pouvoir avoir votre état d'avancement des traducteurs. Pour dire par exemple qu'en bulgare, je fais plus ou moins 75% de chaînes traduites et 25% on n'est pas trop sûr. Ou en catalan, on a 75% de chaînes traduites, 2% pas trop sûr et tout le reste, c'est pas encore visé par le traducteur. Ça va être aussi du coup pour le chef de projet d'être content, il a un dashboard pour pouvoir surveiller ça. En avantage, c'est que c'est gratuit si vous l'installez on-premise.
Nous, on a fait l'effort aussi de le rendre compatible Kubernetes et OpenShift. Le mainteneur est très très réactif. On a ouvert une pull request du matin, du soir. Il y avait le mainteneur de Weblate et d'OpenShift qui sont venus nous aider à terminer la pull request. Ça s'intègre très bien GitHub, GitLab, Bitbucket. Et on a, comme je disais, un dashboard d'avancement pour notre chef de projet pour qu'il soit toujours content. C'est important. En cons, les pull requests, elles ne sont pas disponibles pour tous les VCS. L'UI, ça reste du gratuit. Et il n'y a pas de SSO. Et du coup, là, je vais juste mettre une petite parenthèse, pas de SSO. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je veux créer un compte d'entreprise pour mes traducteurs externes? Pas vraiment, ça coûte cher. Donc du coup, on va pouvoir leur créer des comptes locaux à mon application pour leur envoyer, et c'est pas non plus si grave. Par contre, pour avoir du SSO, ce qui aurait pu être pratique, c'est de demander à mes employés de ma multinationale, mais je suis une start-up, de venir traduire gratuitement les chaînes de mon application. 5 minutes le matin, traduis-moi 3 chaînes, toi aussi, et ça permet de... Ça s'appelle crowdsourcer nos traductions. Encore un pas en arrière. Donc, en termes de scripting, de mise en place d'outils, c'est pas si compliqué. Il y a un helm-chart, ça reste simple. Mettre à jour une nouvelle langue, créer une nouvelle langue, mettre à jour des langues existantes, c'est bidon. Gérer des syntaxes de messages complexes, c'est bon, j'ai ICU. Mes traductions, maintenant, elles suivent mon versionning. C'est-à-dire que ça va être des pull requests qui vont revenir vers moi grâce à Weblate. Je vais les merger. Et lorsque je vais taguer ma version 1.1.0, j'ai les messages de la 1.1.0. L'inconvénient, par contre, c'est que je dois rebuilder à chaque fois que je vais mettre à jour les messages de mon application. Je dois refaire un déploiement de A à Z. Moi, je suis content parce que quand je dois rollback et que j'ai une clé qui a disparu entre deux, elle n'a pas disparu lorsque j'ai rollback. Ça peut arriver quand on déploie dans 30 pays, parce que je suis une grosse startup qui a marché depuis. C'est pas vrai. Difficulté de traduction pour les traducteurs. Comme je disais, il n'y a même plus besoin d'avoir POEdit ou d'avoir une licence POEdit. Ils ont une application web, pas besoin de gérer de fichiers PO, rien du tout, c'est des webforms. On peut aussi intégrer DeepL et Google Translate dedans, en plus on leur simplifie la tâche facilement. En termes de format de message, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du français ou de l'anglais de base, il faut gérer un peu les formateurs, ICU. Et si je veux aller un peu plus loin, je pourrais aussi importer dynamiquement les messages. Parce que là, avec ma solution basique que j'ai présentée tout à l'heure, vous êtes gentil, mais lorsque Tester arrive, je lui charge toutes les langues de mon appli. Donc avec l'import dynamique via Webpack, on va pouvoir les charger les fichiers à la demande lors du chargement de l'application. Donc comme ça, en plus, je gagne du temps, de la perf, et mon Google est content, donc mon SEO est content. Je vais passer mes charges facilement via Intel, et voilà. On peut aussi aller plus loin, parce qu'il ne faut pas oublier que je vais avoir du SEO. Donc pour penser à nos utilisateurs qui utilisent une liseuse, lorsque vous changez la langue, n'oubliez pas d'aller changer l'attribut langue sur le root, donc sur HTML. Donc vous pouvez récupérer le document.document element et lui citer l'attribut à chaque fois que vous changez la langue, s'il vous plaît. Comme ça, la liseuse, elle pourra aussi utiliser la bonne langue. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé des emojis pour présenter, parce que j'avais commencé à écrire en blanc sur vert, et j'ai un collègue daltonien qui est venu me voir en me disant « on ne peut pas lire ». Donc je suis dégoûté, c'était super beau, mais on va quand même les inclure, une personne sur 12. Donc j'espère que tout le monde a pu bien voir mes slides, je l'espère, en termes de contraste. Ma première solution, ma dernière solution. Difficulté d'implémentation au début, c'était bidon, ça m'avait pris 1 heure. À la fin, ça m'a pris 1 journée ou 2. Ajouter une nouvelle langue, c'était très douloureux, ça devient une ligne de commande. Mettre à jour une nouvelle langue, ça me prenait 2 jours par sprint. Je plains Lauriane, qu'il a fait pendant 1 an. Je redeviens sur juste une ligne de commande. Les variables, comme je disais, on ne pouvait pas les gérer, c'était des placeholders ou des pluralize en rajoutant des S, c'était pas possible, quoi. Ça devient du coup une syntaxe très sympa, facile à utiliser. Gérer le flux asynchrone de mes traducteurs, j'en ai plus. C'est des pull requests. Et pour les traducteurs, alors translator experience, plus besoin de gérer de fichiers JSON, plus de fichiers Excel. J'ai une web application. Je peux venir faire mes messages au fil de l'eau, ça sera intégré au fil de l'eau.
On va pouvoir mettre des métriques avec Prometheus pour pouvoir aussi compter le nombre de mots qu'ils traduisent pour pouvoir avoir les bonnes factures. Et pour les formats de messages, du coup, c'était de pas du tout à quelque chose à apprendre. Voilà, donc en termes de conclusion, j'espère que vous avez passé un très bon talk. Je vous ai présenté du coup une solution très naïve à une solution un peu plus industrialisée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça fait un plaisir de voir autant de monde aujourd'hui. Et voilà, on va pouvoir passer aux questions. Et comme je disais, du coup, le QR code pour avoir accès aux liens des différentes choses que j'ai présentées dans ma présentation. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'étais très clair? Ce qui m'étonnerait. Oui, s'il vous plaît. Comment est-ce que tu gères avec cette stack-là la suppression de clés? Quand un développeur va venir supprimer une ligne dans tes fichiers templates, c'est-à-dire qu'il faut que ça se déroule dans tous les POT, plus les PO, puis tout ce qui en suit derrière, pour éviter d'avoir des clés mortes. Justement, du coup, vu que j'extrais les clés actives de mes sources, elle ne va pas apparaître dans mon message.json, donc pas dans mon message.pot. Et lorsque je vais mettre à jour mes fichiers de langue déjà présents, la clé va être supprimée en fait. Ça va être le message merge.moment_update qui va se charger justement de retirer les clés mortes de mes fichiers de langue. Ça permet d'éviter, comme aujourd'hui chez mon grand client du retail, d'avoir 80% de clés mortes, évidemment. Mesdames. Ouais, tu as parlé de React Intel pour justement prendre ça en considération. Est-ce que sur potentiellement Vue, même Svelte, on a la même chose? On a justement quelque chose, une lib qui nous permet de faire ça? Ou alors il faut passer directement par i18n, mais je crois que tu disais que ça supportait mal justement cette mécanique-là. Du coup, la question, Maxence? ok, donc du coup, on me demandait si React Intel est disponible aussi en Vue ou Angular ou Svelte. Et on évoquait aussi du coup i18 Next dont je parlais tout à l'heure. Du coup, je vais arriver. En ce moment, je fais du Svelte et je pleure beaucoup. Mais j'ai vu qu'il y avait Svelte Intel qui a l'air de faire le même travail que React Intel. En Vue, je ne pourrais pas trop te dire parce que ça fait 3 ans que je n'y ai pas touché. Pour i18 Next, je me disais en fait, il y a beaucoup de features qui manquent, dont la gestion du pluriel. Qui me demandait de faire comme chez mon client aujourd'hui, d'avoir une clé .singular, .plural. Et moi qui arrive au bout de 2 ans et qui fait c'est quoi les gars? On va voir ici ensemble. Du coup, je te dis Svelte Intel, c'est plutôt gardé pour Vue Intel. Souvent, on a bien gardé les mêmes messages, les mêmes conventions. Donc, après, tu as la librairie Intel qui est built-in, qui te permettra justement de te sauver la vie si ce n'est pas déjà présent, de créer ton framework et d'être le roi du pétrole demain. Avec la lumière, je ne sais pas s'il y a d'autres mains levées. Non, c'est bon. Ok, du coup, je vais vous laisser là. Dans les liens, il y a une communauté Gitter. Donc, si une question vous vient plus tard, si vous voulez creuser plus de choses pour vous, pour votre appli, je suis joignable via la communauté gitter.im, pardon, qui est du coup dans ces liens. Okay. Je me suis même fait un petit bit.li pour que vous le retrouviez facilement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.